Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver encore une fois sur cette capsule du dimanche que j'enregistre un samedi, la veille du dimanche. Donc vous voyez, je suis encore à la bourre, un peu last minute, je savais pas trop quel sujet traiter. Enfin bref, j'étais vraiment pas prêt, comme souvent d'ailleurs pour les épisodes. Mais bon, j'espère que ça se voit pas trop souvent et que vous m'en voulez pas trop. Avant de commencer l'épisode, tradition oblige, je voudrais, et puis aussi c'est normal de remercier les gens qui aident à faire connaître ce podcast. Donc merci à tous ceux qui ont laissé un avis et rédigé un commentaire, notamment sur Apple Podcast. Donc pour en citer quelques-uns, merci à Huxley96, merci à Perrache, merci à Jigoko et merci à Boris pour leurs commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait vraiment plaisir de vous lire et ne serait-ce que quelques mots, franchement ça me met vraiment de bonne humeur, donc merci beaucoup pour ça. Merci aussi à tous ceux qui m'ont contacté sur Instagram, soit sur mon compte perso, soit sur le compte Instagram du podcast que je vous invite à aller suivre, qui s'appelle tout simplement Money Tree Podcast, tout attaché sur Instagram. Pour me suivre à moi d'ailleurs, c'est Julien_Invest. J'ai pas encore changé le pseudo, mais je vais pas tarder à le faire. En attendant, c'est Julien_Invest si vous voulez me suivre sur Instagram. Voilà, sur LinkedIn, Julien Calamotte aussi. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et à suivre aussi le podcast Money Tree Podcast sur LinkedIn. Voilà pour l'introduction et les remerciements. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est un concept que j'ai décrit et défini et nommé dans mon livre que j'ai écrit durant l'été 2020. Et qui s'appelle l'enrichissement latent, comme vous avez pu le découvrir sur le titre. Ce concept a commencé à être repris un petit peu sur les réseaux et par quelques personnes, donc j'en suis très content. Cet enrichissement latent, il consiste en quoi ? Alors, ça va être assez simple à comprendre. Je pense que la capsule ne devrait pas durer très longtemps pour que vous ayez une bonne idée de ce dont il s'agit. Alors habituellement, peut-être c'est déjà votre cas, ou en tout cas ça sera forcément le cas quand vous ferez des visites et que vous vous mettrez à rechercher des biens. Normalement, dans un tableau d'analyse d'un investissement, on va avoir pas mal de choses. Donc on va avoir le prix d'achat, on va avoir les frais d'achat, donc les frais d'agence, les frais de notaire, etc., les frais d'accompagnement éventuellement si on se fait accompagner, le coût des travaux qu'on projette sur cet investissement, le montant de l'apport qu'on veut mettre, le montant de l'emprunt avec les taux, etc., les loyers perçus, la mensualité de remboursement de l'emprunt, les différents frais afférents à l'acquisition et à l'exploitation. Donc notamment l'exploitation, on va avoir l'assurance, les charges de copropriété, les taxes foncières, les frais de gestion éventuels, etc. Des provisions sur travaux si on est en monopropriété par exemple. On va avoir tout plein de choses. On va avoir aussi l'électricité, si on est par exemple avec une coloc all inclusive, ou si on est en location courte durée, on va avoir internet éventuellement aussi, Netflix, des charges de ménage aussi, des parties communes si on est en mono, ou des parties privatives si on est par exemple en colocation full service ou autre. Et puis on va, après avoir mis tout ça, à la fin souvent on a, donc finalement en haut d'un tableau on a souvent le prix du bien, ce qu'on appelle la top line, on a donc tous les chiffres en top line, et après en bottom line, on va avoir le cash flow notamment, et éventuellement le rendement que certains appellent à tort rentabilité. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode que j'ai fait là-dessus, qu'est-ce que le rendement, qu'est-ce que la rentabilité, et quelle est la différence, et pourquoi on a tendance à plutôt utiliser rentabilité que rendement à tort. Écoutez donc cette capsule qui dure pas très longtemps, mais qui sera très intéressante pour y voir beaucoup plus clair. Et on a une imposition éventuelle en dernière ligne qui nous donnera vraiment un cash flow net d'impôt ou un rendement net d'impôt. Voilà. Donc tous ces éléments, bien sûr, ils sont essentiels dans le suivi d'un investissement et de son rendement, ça c'est certain. Voilà. Mais à mon sens, ils sont vraiment très court-termistes. Alors pourquoi ? Parce que je trouve qu'ils ne reflètent pas vraiment la viabilité d'un projet patrimonial à 100%. Alors attention, je ne suis pas en train de faire un clash entre le cash flow et le patrimonial. Non, quand je parle de patrimoine, c'est parce que tout simplement, l'achat d'un bien immobilier, quel qu'il soit, ça reste de la construction de patrimoine. Ça reste de la constitution de patrimoine. Et à partir de là, on parle d'un projet patrimonial. Donc, pour rappel,
La grosse force de l'immobilier en matière d'enrichissement, c'est l'effet de levier. Le fait d'aller emprunter de l'argent à la banque avec un peu ou plus ou moins d'apport, on va dire. Donc, grosso modo, dans ce remboursement de mensualité que vous allez avoir auprès de la banque, il y aura une partie de capital, une partie d'intérêt et une partie relative notamment à l'assurance emprunteur, même si vous la déléguez, en tout cas, vous devez la payer quand même quelque part. Donc, chaque euro de capital que vous remboursez, ça constitue un accroissement de votre enrichissement net, puisque vous partez d'une dette, vous la remboursez, donc vous partez d'un morceau de patrimoine brut, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, et vous arrivez à du patrimoine net. Ce qui fait que votre enrichissement réel, ça va être la différence entre la dette et l'actif qui est en face. Alors pourquoi du coup on ne prendrait pas en compte tout ça dans les calculs et l'analyse d'un investissement? Alors je vois de plus en plus de personnes qui le font, mais je vois aussi de plus en plus de conneries où les gens s'arrêtent à du rendement et ne vont pas chercher cette rentabilité à terme. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour eux, parce que le calcul est peut-être moins complexe aussi, et parce qu'ils se disent que finalement, oui, le rendement est bon, on s'arrête là, tac, on achète. Ok. Non, pourtant, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Si vous comparez plusieurs investissements entre eux, vous prenez un investissement qui, par exemple, va se bonifier dans le temps. Vous achetez dans une grande ville. L'immobilier dans cette grande ville va se valoriser de manière beaucoup plus importante dans le temps, et historiquement, vous pourrez le vérifier, c'est le cas partout en France, va donc se bonifier de manière bien plus efficace que dans une petite ville de 2000-3000 habitants. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose d'investir dans une ville de 2000 ou 3000 habitants. Chacun, il trouve son compte là où il a envie de répondre à ses objectifs. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, vous ne pouvez pas pricer et anticiper une augmentation de la valeur de l'immobilier dans une petite ville de la même manière qu'une grande ville. Donc tout ça, si vous le mettez à une échéance 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ça a un impact qui est considérable sur le calcul de la rentabilité d'un investissement. Je vais vous prendre un exemple très concret, un peu chiffré. Donc concentrez-vous bien parce que il y a beaucoup de choses et comme vous n'avez pas le tableau en face, c'est toujours un peu plus compliqué d'arriver à suivre. Donc, j'ai 3 hypothèses d'investissement. J'ai 3 hypothèses d'investissement avec un même prix d'acquisition. On va partir sur 135 000 euros. 135 000 euros, ça reste un investissement abordable. Je considère qu'il n'y a pas de travaux ou que c'est travaux compris. Mais peu importe. On considère qu'il n'y a pas de travaux. 135 000 euros. Hypothèse 1, je suis dans une petite ville. Avec ça, je peux acheter 3 T1. Hypothèse 2, je suis dans une ville moyenne. Avec ça, je peux acheter 2 T1. Hypothèse 3, je suis dans une grande ville. Je ne peux acheter qu'un seul T1 pour ce prix-là. À ça, je vais ajouter 10 800 euros de frais de notaire, grosso modo. Je vais ajouter 500 euros de frais de dossier à peu près bancaire. Je vais ajouter à peu près 1600 euros de frais d'emprunt puisque je vais emprunter une certaine somme une fois que j'aurai mis 35 000 euros d'apport dans mon projet. Donc vous voyez que ça reste quand même un projet un petit peu conséquent en matière de mobilisation d'apport. Je vais avoir des frais d'accompagnement parce que j'ai choisi de me faire accompagner par une boîte parce que j'investis à distance ou parce que je ne suis pas forcément à l'aise. Donc on va dire que j'ai des frais d'accompagnement, par exemple, comme nous, on peut les proposer sur Artae Immobilier. Donc j'ai par exemple dans ce cas-là 6 750 euros d'accompagnement sur la phase d'acquisition puisque j'ai pas de travaux. Et puis on va dire que j'ai pour hypothèse 1, 8 000 euros de mobilier puisque j'ai 3 appartements à meubler, 5 500 parce que j'en ai 2 sur une ville moyenne dans l'hypothèse 2 et puis j'ai que 3 000 euros dans l'hypothèse 3. Voilà, ça me fait quoi? Ça me fait une enveloppe globale d'investissement entre 157 500 et 162 600. Donc vous voyez que grosso modo, je suis à 4-5 000 euros près. Je suis à peu près sur un investissement équivalent. Voilà. Ce qui va faire la différence, c'est surtout le mobilier. Donc si j'enlève le mobilier, j'ai un même prix d'acquisition partout, tout frais inclus. Je mets 35 000 euros d'apport. Donc je vais emprunter entre 122 500 et 127 600, grosso modo, sur ces investissements-là. Donc ma mensualité, elle va être entre 583 et 607 euros à peu près par mois. Je fais une projection sur 25 ans à 2,7 plus 0,20 d'assurance. Voilà. J'ai quelques charges quand même, j'ai mes charges annuelles, alors juste pour les résumer, elles sont de 98 euros sur un T1, hein, y compris foncier et charges de copro, c'est principalement ça, plus un peu d'assurance P&O, donc propriétaire non occupant. Donc 98 euros sur l'hypothèse 3 puisque j'ai un T1, 132 euros sur l'hypothèse 2 puisque j'ai 2 T1 et 148 euros sur l'hypothèse 1 puisque j'ai 3 T1 et avec des fonciers qui sont évidemment différents selon les villes et autres. Donc c'est pour ça que ce n'est pas des multiples à chaque fois du nombre exact. Alors,
J'ai quoi en face? En face, j'ai mes loyers. Donc on va dire que sur l'hypothèse 1, ces 3 appartements me rapportent 1006 euros par mois. Et puis l'hypothèse 2, avec les 2 appartements dans une ville moyenne, les 2 T1, me rapportent 863 euros par mois. Et l'hypothèse 3 sur un seul T1 en hypercentre d'une grande ville, par exemple, me rapporte 650 euros par mois. C'est le prix, par exemple, qu'on peut avoir sur une ville, une des 10 premières villes de France. Alors, rendement brut. Mon rendement brut est assez canon sur la première hypothèse, je suis quasiment à 9%, je suis à 7,7% sur la deuxième hypothèse et je ne suis qu'à 5,8% de rendement brut sur l'hypothèse 3. C'est un rendement brut très brut, puisqu'il ne considère que le prix d'acquisition plus les travaux éventuels. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. Si je prends mon rendement net de tous frais d'acquisition, donc frais de notaire, frais d'accompagnement, on est à 7,4 pour la première hypothèse, 6,5 pour la deuxième et 4,95 sur la troisième. Donc on passe en dessous des 5% sur la troisième hypothèse et on est quand même quasiment à 7,5 sur la première. Donc on a vraiment un gros différentiel. J'ai après mon rendement net de charges d'exploitation. Donc là, je passe à 6,33 pour la première hypothèse, 5,5 pour la deuxième hypothèse et 4,20. Donc je flirte avec les 4 points sur l'hypothèse 3, ce qui est mon rendement net de tout frais d'acquisition et de toute charge d'exploitation. Ça veut dire que là, vraiment, j'ai tout enlevé comme frais annuels. Mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est le capital que je vais rembourser grâce au remboursement des locataires. Donc ce que je vais appeler le capital que j'amortis sur 10 ans. Je prends toujours un enrichissement latent à 10 ans, puisque cet horizon-là, c'est à peu près, vous écouterez ou réécouterez la capsule sur l'arbitrage, voilà, dépendamment du rendement et de la rentabilité des biens, on est sur 6 à 10 ans en termes d'arbitrage, voilà, plutôt 8 à 10 ans si on fait un truc qui crache pas trop, voilà, on est plutôt sur 8 à 10 ans. Donc on prend toujours un enrichissement à 10 ans, pourquoi? Parce que si on emprunte sur 20 ans par exemple, on estime que on a quasiment remboursé la moitié. Alors c'est pas vrai parce qu'on rembourse plus d'intérêts au départ, mais qu'on a quasiment remboursé la moitié de l'emprunt. Mais en tout cas, même si on n'a pas remboursé la moitié, vu que le bien prend un peu de valeur aussi, ça veut dire que globalement, normalement, si on vend le bien à cet instant-là, on le vendrait à minima le double de ce qui nous resterait à rembourser, même si on avait emprunté 100% de la somme. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais sinon vous pouvez rembobiner et mettre au ralenti. Et puis, je rajoute une ligne dans mon tableau qui est la plus-value latente à 10 ans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important de l'intégrer, puisque, alors évidemment, on n'est pas Madame Irma, on n'est pas des devins, on ne sait pas trop, mais on peut se baser quand même sur des courbes historiques et sur une échéance 10 ans, ça reste plutôt raisonnable. Vous basez sur une échéance 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est compliqué de savoir comment le marché va se situer dans 2 ans ou même dans 6 mois, c'est assez compliqué. Mais l'immobilier, c'est quand même un investissement long terme avec pas mal d'inertie. Donc on peut raisonnablement se dire que sur 10 ans, le bien va prendre 1%, 2% ou 3% par an en moyenne. Alors il y a peut-être des années où il va perdre 5, il y a peut-être des années où il va prendre 6, il va prendre 7, etc. L'idée, c'est de faire une moyenne. Donc si je prends mon projet au global et que je considère que dans l'hypothèse 1, qui est une petite ville, le marché ne progressera que de 1%, dans la ville moyenne ne progressera que de 2%, et dans la grande ville progressera de 3%, donc il progressera quand même 3 fois plus que dans la petite ville. En termes de multiples, c'est quand même plus important. Et donc là, en intégrant ce capital amorti plus cette plus-value latente, mes chiffres, comme je vous disais tout à l'heure, en bottom line à la fin du bilan, vont être totalement différents, puisque donc je vais avoir ma ligne cash flow que j'ai habituellement sur les projets. Donc pour tout vous dire, sur le premier projet hypothèse 1, on est à 251 euros de cash flow par mois. Sur le deuxième, on est à 136 euros de cash flow par mois. Avant impôt, j'entends évidemment, on ne rentre pas dans des considérations fiscales ici. Et en hypothèse 3, je vais avoir un cash flow négatif de 31 euros. Donc entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, grosso modo, j'ai à peu près 200, pas à peu près mais sûr, 282 euros de différence de cash flow par mois, ce qui est quand même assez conséquent. Mais quand j'ajoute l'enrichissement latent à horizon 10 ans, à savoir le capital amorti sur 10 ans, ma plus-value latente à 10 ans et mon cash flow mensuel avant impôt multiplié par 12 multiplié par 10 ans, j'ai un enrichissement latent de 87 500 euros sur l'hypothèse 1,
91 000 sur l'hypothèse 2 et 89 000 sur l'hypothèse 3. Cet enrichissement latent à 10 ans, si je le divise par 10 et que je le redivise par 12, vous avez compris le cheminement, on divise par 10 pour l'avoir de manière annuelle, on divise par 12 pour l'avoir de manière mensuelle, je le ramène donc au mois, je suis à 729 € sur l'hypothèse 1, 758 sur l'hypothèse 2 et 744 sur l'hypothèse 3. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Concrètement, on peut conclure qu'on est sur 3 types d'investissements qui sont totalement différents, des emplacements qui sont totalement différents, des tailles de villes qui sont totalement différents, des types de biens qui sont identiques, sauf que d'un côté on en a un, de l'autre côté on en a deux, de l'autre côté on en a trois. On a certainement des typologies de locataires qui sont totalement différentes, puisque d'un côté on a quelqu'un qui paye 650 € pour 20 mètres carrés, de l'autre côté on a quelqu'un qui paye à peine un peu plus de 300 balles. Donc on a vraiment des projets différents. Et puis surtout, si on s'était arrêté à la ligne cash flow mensuel, on constate que investir dans une petite ville, ça crache. Donc c'est canon parce qu'on fait 250 balles par mois, alors que dans la grande ville, on en perd 31 par mois. Dans la ville moyenne, on limite la casse, on est à peu près entre les deux, même si on est plus près de la petite ville que de la grande ville. Et au final, quand on rajoute cette notion d'enrichissement latent à 10 ans, avec, attention, des critères et des variables d'ajustement, alors évidemment, on peut débattre des 1%, 2%, 3% de projection. Moi, je me base sur quelque chose que j'ai vécu, sur quelque chose que je constate aussi, sur le portefeuille de nos clients, sur notre propre patrimoine, sur tout l'historique qu'on a. J'ai commencé à investir en 2010, j'ai quand même un peu de recul. J'échange avec énormément d'investisseurs depuis pas mal d'années. Bon, c'est quelque chose quand même que je connais un petit peu. Et c'est vrai que pour moi, considérer une évolution des prix sur une grosse ville de 3% par an, ça me paraît pas déconnant. Et à côté de ça, ne pas se dire qu'une petite ville de 3000 habitants va prendre 3% par an, ça me paraît pas déconnant non plus. Voilà. Il y a une notion aussi que j'ai pas intégrée, c'est que j'ai intégré aussi une autre variable qui est la vacance locative. Dans la petite ville, j'ai considéré qu'on avait un demi-mois de vacances locatives. Dans la ville moyenne aussi, et dans la grande ville, je n'ai pas du tout considéré vu la tension locative de toutes ces villes-là. Voilà. Ça aussi, ça me paraît pas une donnée déconnante de se dire que dans la petite ville, ça sera peut-être un peu plus compliqué de louer un studio, surtout si on veut bien choisir son locataire, parce qu'après, bon, des candidats, il y en a toujours, hein. Je poste une annonce et je teste le marché, c'est très bien, mais regardez quand même le profil des candidats, hein. Je sais que ça peut choquer des gens parce qu'on m'a fait la remarque, mais voilà, entre 10 contacts de cassos et 3 contacts de gens très qualifiés, je préfère prendre les 3 contacts de gens très qualifiés. Pourtant, si je ne me fie qu'au volume et à la quantité, je me dis il y a 3 fois moins de potentiel. Bon, c'est pas vrai en fait, hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quand j'intègre l'enrichissement latent à horizon de 10 ans, j'ai des projets qui sont ISO. Voilà. Donc en matière de diversification, je peux faire les 3. Mon risque, c'est à peu près le même. Et surtout, mon enrichissement à 10 ans, c'est le même. Ça veut dire que mon projet, si je calcule un TRI, donc un taux de rendement interne, ou si je calcule une rentabilité vraiment à 10 ans, je suis dans un projet équivalent. Et ça vous permet vraiment de comparer un projet avec un autre projet, ce qui n'est pas du tout le cas si vous vous arrêtez à la notion de cash flow mensuel. Et je viens de vous l'exposer et de vous le montrer. J'espère que ça a été clair. Voilà, si vous avez envie de débattre de ça, je suis disponible sur Instagram sur le sujet et on pourra en débattre d'ailleurs sur le post de l'épisode sur Instagram sans aucun problème, voire sur LinkedIn si ça vous tente. Voilà, j'espère encore une fois que ça a été clair. Je voulais encore vous remercier d'être là. C'est génial. Je prends beaucoup de kiff, vraiment beaucoup de kiff à partager tout ça avec vous et à vous présenter tous ces concepts. Partagez l'épisode autour de vous. Je pense que l'enrichissement latent, c'est quand même quelque chose d'important et c'est une notion à avoir en tête quand on investit dans l'immobilier. Nous, par exemple, chez Arta Immobilier, quand on accompagne des personnes sur de l'investissement clé en main, des investisseurs, on leur présente toujours un projet avec un enrichissement à 10 ans. C'est vraiment important pour nous de montrer que, 1, l'immobilier, c'est un horizon moyen-long terme, et 2, se limiter à une lecture trop rapide et un calcul trop simple, ça peut vraiment porter préjudice dans le cadre d'un portefeuille. Voilà, et c'est pas ce qu'on a envie effectivement de vendre en tout cas à nos clients qu'on accompagne de manière hyper réaliste sur le marché de l'immobilier, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Merci encore, merci. Je ne vous remercierai jamais assez d'être là, vous le savez. Voilà, sur ce, je vous laisse mûrir tout ça de votre côté, faire les tests sur votre tableau et je vous souhaite évidemment un bon enrichissement. À très vite, ciao.
Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.